La balistique concerne tous les projectiles qui peuvent être tirés contre un ennemi, missiles, obus ou roquettes. On serait tenté de croire que les engins balistiques sont le fruit de technologies militaires modernes. Mais en se penchant sur les découvertes archéologiques, les scientifiques et les ingénieurs ont révisé leur jugement. Aujourd'hui, nous avons la preuve que des engins balistiques de haute précision étaient déjà utilisés sur les champs de bataille il y a des milliers d'années. À la lumière de nouvelles connaissances, les chercheurs ont fait des découvertes stupéfiantes. Voici l'histoire des supercanons de l'Antiquité. Nos ancêtres ont conçu des armes d'une puissance étonnante. Des catapultes géantes capables de détruire des villes entières. Des lanceurs imaginés pour envoyer 100 flèches à la seconde. Des machines antipersonnelles susceptibles de transpercer armures et boucliers. Et même des armes portatives dont le principe se retrouve sur les champs de bataille modernes. Reste à savoir si ces engins de guerre étaient vraiment efficaces. À quelle tactique étaient-ils associés? Quelles étaient les technologies requises? Et surtout, combien de victimes faisaient-ils? Au cours de ce programme, plusieurs expériences originales nous permettront de mettre à l'épreuve les ouvrages des ingénieurs militaires de jadis. Notre équipe d'historiens militaires et d'experts en armement moderne nous révélera à quel point la guerre dans l'Antiquité était sanglante et meurtrière. Les champs de bataille de ce temps-là étaient effroyables. Et les ravages empiraient à chaque fois que les ingénieurs ou les armuriers faisaient une nouvelle découverte. Ils ont trouvé 1001 façons de tuer leurs ennemis. Depuis des milliers d'années, l'homme a toujours la même préoccupation, éliminer ou neutraliser ses ennemis. Dès les premiers conflits, il a cherché le moyen d'attaquer tout en restant à l'abri des coups de son assaillant. Le mieux était encore de mettre de la distance entre les deux camps, donc d'attaquer avec des projectiles. La balistique est une science qui étudie la trajectoire, le comportement et l'effet des projectiles, comme les flèches, les balles ou les fusées. Un concept vieux comme la guerre elle-même. Nous savons de sources archéologiques que les premières notions de balistique remontent à des centaines de milliers d'années. Dès que l'homme a su lancer un bâton, il a cherché à améliorer le seul levier qu'il possédait alors, son bras, pour augmenter sa portée de tir. Les premiers écrits sur le sujet montrent qu'il s'agissait bien d'une science. Pour trouver les origines de la balistique, c'est en Orient qu'il faut aller. Et plus précisément, en Chine, l'une des superpuissances de l'Antiquité. Au 5e siècle de notre ère, il y a plus de 1500 ans, la Chine était sans conteste la plus grande puissance technologique de l'Antiquité. Pendant plus de 2000 ans, ces ingénieurs ont été à la pointe de l'innovation et leurs inventions continuent de façonner le monde moderne. Celles qu'ils destinaient aux champs de bataille ont eu un énorme impact. Les stratèges chinois étaient surtout intéressés par la guerre psychologique. La révolution industrielle que leur pays avait connue leur avait donné suffisamment d'avances technologiques pour prendre l'avantage sur ceux qu'ils appelaient les barbares. Certains textes chinois très anciens contiennent des illustrations et des descriptions d'armes dont le pouvoir de destruction était comparable à certaines inventions modernes. Cette triple arbalète, mise au point sous la dynastie Song, faisait 7,60 m de long et servait pendant les sièges. Ces trois arcs décochaient des carreaux à pointe métallique et sa portée dépassait le kilomètre. Il y a 1000 ans, les armuriers chinois créaient déjà des engins qui faisaient des ravages sur le champ de bataille. Cet ancêtre millénaire du lance-flamme en est la preuve. Il pouvait envoyer un jet enflammé à 9 mètres. En pompant, on aspirait un liquide inflammable dans un tube. Puis, la poussée le propulsait vers l'ennemi à une température de 480 degrés. C'est lors d'une bataille sur le Yangtze-Kiang que l'armée Tang a utilisé cet engin contre les navires de l'empereur Song en 975 de notre ère. Les manuscrits l'attestent.
Le lance-flamme est sans doute l'une des armes les plus vicieuses et dévastatrices qui soit. Du point de vue psychologique, bien sûr, mais aussi à cause des blessures qu'il inflige. On imagine les cris des gens brûlés et carbonisés par les flammes. C'est un engin infernal. Mais cette arme mortelle n'a qu'une portée limitée. Ce n'est qu'au IXe siècle que les Chinois vont faire une découverte qui leur permettra de fabriquer des engins balistiques à longue portée. Cette invention chinoise, qui a sans aucun doute changé le cours de l'histoire, c'est la poudre. On estime qu'on a découvert ses propriétés vers l'an 850 de notre ère. D'abord utilisée pour des feux d'artifice, elle n'a pas tardé à intéresser les armuriers à cause de son potentiel militaire. L'utilisation de la poudre pour propulser des projectiles sur un champ de bataille a changé la façon de faire la guerre et a ouvert la voie à une arme encore d'actualité, la roquette. Les Chinois ont non seulement inventé la poudre, mais dès le début du XIIe siècle, ils ont compris qu'en variant les proportions des ingrédients qui entrent dans sa composition, ils pouvaient fabriquer des mélanges adaptés à des usages spécifiques, comme par exemple une poudre se consumant lentement et régulièrement pour propulser les fusées. Tout n'est pas si simple. Sans dispositif pour guider la roquette, elle tournicote en l'air comme un ballon qui se dégonfle. Pour qu'elle file droit sur l'ennemi, les ingénieurs chinois se penchent sur la balistique. L'inspiration, ils la trouvent en observant un projectile qui existe déjà depuis des siècles, la flèche. Leur nouvelle fusée, équipée d'ailettes, se dirige droit sur leur cible. Ce principe aérodynamique est à la base de la conception des roquettes modernes. Grâce à cette trouvaille, les Chinois acquièrent un avantage tactique lors de la bataille de Kaikeng au XIIIe siècle. Ils repoussent les hordes mongoles en faisant pleuvoir sur elles une pluie de fusées. Et ils n'en restent pas là. Non contents de lancer une fusée à la fois, ils cherchent le moyen de les envoyer par centaines. Le lanceur multiple envoyait 100 fusées, un engin très sophistiqué et ingénieux pour son époque. C'était une sorte de boîte montée sur une grosse brouette, semblable à celle que les paysans chinois utilisaient depuis des siècles. Une seule mèche suffit à allumer toutes les fusées. Pour assurer une large dispersion des projectiles, la gueule des lanceurs est plus large que leur base. Ainsi, les flèches tirées se déploient sur toute la surface du champ de bataille. C'était ce qui en faisait une arme redoutable sur le plan psychologique. Aucun ennemi ne pouvait prévoir où les fusées allaient s'abattre. Elles étaient une centaine à partir en même temps et toute la volée se dispersait largement. En plus, leur trajectoire était masquée par la fumée et par les flammes. C'était un engin qui pouvait faire trembler toute une armée, parce que même s'il n'y avait que 100 projectiles, n'importe quel soldat risquait d'en recevoir un. Une telle pluie de projectiles mortels sape instantanément le moral de l'ennemi, tout comme les systèmes de lanceurs modernes. Les armes à poudre inventées en Chine ne tardent pas à inspirer des engins similaires dans toute l'Asie et le Moyen-Orient. À Séoul, en Corée du Sud, un étonnant lance-fusée du XVe siècle est conservé au musée du Mémorial de la guerre. On croirait une réplique médiévale de nos lanceurs modernes. C'est une adaptation du modèle chinois. Les armuriers ont fabriqué le Hwacha, un lance-fusée utilisé comme arme antipersonnelle. Il tirait 100 fusées à la fois. Le dispositif du Hwacha a été utilisé de façon intensive durant l'invasion japonaise de la Corée au XVe siècle. Selon les sources de l'époque, près de 3000 soldats coréens ont pu repousser 40 000 Japonais à l'aide de 40 de ces lance-fusées. Pour augmenter la portée et les pertes infligées par cet engin, les servants tiraient les fusées à un angle de 45 degrés. Les projectiles atteignaient leur cible à plus de 130 mètres. Imaginez des milliers et des milliers de flèches qui s'abattent sur une infanterie en rang serré. Ça a dû être un carnage. Les armuriers chinois vont plus loin dans le domaine des fusées. Le musée militaire de Pékin
abrite la preuve que ces brillants inventeurs ont créé des lanceurs légers portatifs. Quand on pense qu'ils ont fabriqué un lance-fusée qu'on tenait d'une seule main, une sorte de bazooka ou de lance-grenade du Moyen-Âge. Il n'était peut-être pas aussi précis, mais c'était certainement une arme terrifiante. Pour la première fois depuis 500 ans, cette arme mortelle va être testée par nos experts. Les ingénieurs chinois de l'Antiquité ont créé un arsenal d'engins pyrotechniques destiné à semer la terreur dans les rangs des armées ennemies. Depuis la simple fusée jusqu'à l'équivalent du lanceur multiple de roquettes modernes. Ils possédaient une avance technologique incontestable. Imaginez le choc quand pour la première fois, on a vu des flèches enflammées tomber du ciel et exploser dès qu'elles atteignaient quelque chose. Les troupes ont dû être démoralisées, paniquées. Chaque nouvelle invention militaire devait avoir le même effet. Toujours en quête d'artillerie lourde, les armuriers chinois ont développé une autre technique, celle du levier. On a retrouvé dans des textes anciens les plans d'un surprenant engin de tir. Au Musée militaire national de Pékin, les historiens l'ont reconstitué. Fabriqué au 7e siècle de notre ère, le Shuangfang, ou tornade, était un peu le sniper des catapultes. Il était surtout déployé lorsque l'on voulait viser et abattre les généraux ennemis ou leurs catapultes. Cette sorte de fronde, légère et mobile, était facilement déployée en position tactique. Le gros avantage d'un tel engin, c'est qu'on pouvait l'orienter dans toutes les directions. Son rayon d'action couvrait 360 degrés, ce qui permettait de parer toute tentative de débordement ou des attaques venant de n'importe quelle direction. Le principe est simple. La force de traction appliquée à la partie courte du levier est transmise à l'autre bout et permet au projectile d'être envoyé à plus de 60 mètres. Ce modèle de catapulte a connu son apogée sous la dynastie Tang. Le récit d'un siège tenu en l'an 617 évoque le déploiement de plus de 300 de ces engins. Pendant que les Chinois révolutionnent les machines de guerre légères, certains peuples méditerranéens s'intéressent à l'artillerie lourde. Pour comprendre comment fonctionnaient ces armes, les scientifiques étudient leur principe de fonctionnement, la torsion. Une corde en peau et nerfs d'animaux est tendue mécaniquement, à l'aide d'un treuil par exemple. Ces fibres étant élastiques, la corde accumule une énergie potentielle. Nous voici au musée militaire de Fort Nelson, en Angleterre. Les historiens y ont recréé une baliste grecque. D'abord arme de siège, la baliste grecque a été inventée vers l'an 400 avant notre ère. Elle était souvent installée à l'intérieur de tours de siège. Quand le mécanisme est remonté, les cordes s'enroulent autour d'un levier de serrage. La puissance emmagasinée dans les fibres est contrôlée par un système de crémaillère qui bloque la corde à chaque tour de manivelle. Lorsque le mécanisme est remonté au maximum, une telle machine peut envoyer des projectiles de 150 kg à plus de 180 mètres. Si vous alignez 8 hommes et que vous leur faites lancer une pierre à chacun, vous n'obtiendrez qu'un rang de 8 pierres lancées à quelques mètres. Mais si vous remontez un de ces énormes ressorts à torsion, vous obtiendrez la même énergie que ces 8 hommes réunis, utilisables à tout moment. Les Romains vont perfectionner le principe de la catapulte. Il y a plus de 2000 ans, Rome était la grande puissance militaire de l'Antiquité. Animés d'une volonté expansionniste agressive, ces armées ont conquis par les armes et le feu les territoires ennemis. Rome était le prototype absolu de l'État impérialiste et agressif. Son seul objectif consistait à étendre ses frontières au maximum pour qu'elles soient aussi éloignées que possible de la cité. Lorsqu'il s'agit de construire des machines de guerre, les Romains ne regardent pas à la dépense.
Ils dépensaient l'équivalent de milliards d'euros pour leur armée et leur équipement militaire. On estime que Rome consacrait environ 50% de son budget annuel à son armée. Le joyau de l'artillerie romaine est une catapulte, l'onagre. Décrit pour la première fois en 359 de notre ère par l'historien Ammien Marcellin, il est utilisé pour éventrer les murailles et causer des ravages dans les lignes ennemies. L'onagre est une version plus simple de certaines machines utilisées plus tôt, mais tout aussi efficace. Son nom signifie l'âne sauvage, par analogie avec la ruade puissante de cet animal. L'onagre est une invention d'une géniale simplicité. La baliste grecque, elle, disposait de 2 mécanismes de torsion disposés de chaque côté de sa glissière. Cela doublait les risques de panne. Il fallait entretenir avec soin ces parties vitales de la catapulte. Les Romains ont été ingénieux. Ils ont fait pivoter le mécanisme de torsion de la catapulte, de sorte que le ressort soit horizontal. Ainsi, le nouvel engin ne nécessite plus qu'un seul mécanisme de torsion. Sa maintenance et sa protection en sont facilitées, ce qui libère de l'argent et de la main-d'œuvre pour d'autres besoins militaires. L'onagre devient rapidement l'arme standard de l'artillerie romaine, à l'image du canon dans l'artillerie moderne. La première fois qu'une armée se trouve confrontée à ce type d'arme, ses soldats subissent de plein fouet son impact dévastateur et leur morale s'en ressent. Des armes comme l'onagre sont les ancêtres des missiles balistiques. Elles permettent de combattre à bonne distance de l'ennemi en restant à l'abri. Au cours de ses recherches sur la balistique antique, Kate Gilliver a construit une maquette d'onagre romain. Voici une très belle maquette d'onagre, construite avec toutes les informations qui nous sont parvenues de cette époque. C'est une machine exceptionnelle qui devait être redoutable. Plusieurs éléments en font une arme très efficace. Il y a le bras qui agit comme un pivot. La force emmagasinée permet d'envoyer le projectile. Ici, nous avons les cordes. C'est là que l'énergie de torsion est accumulée. Plus le bras de levier est tiré en arrière, et plus les cordes sont mises en torsion et emmagasinent de l'énergie. Cette réplique d'onagre, utilisée dans le film Gladiator, est conservée en Angleterre, au musée militaire de Fort Nelson. Il fallait 8 gaillards, si on en croit Ammien Marcellin, l'auteur romain, pour remonter le mécanisme d'une de ces machines. Ça vous donne donc une idée de l'énergie contenue dans le ressort. Ici, le ressort est constitué d'un cordage. Mais au temps des Romains, c'était des nerfs, un matériau qui devait emmagasiner plus d'énergie. Malgré tout, on espère que ça va fonctionner. L'élément capital, qui permet à l'énergie d'être stockée puis libérée au moment choisi, c'est ce petit mécanisme ici. C'est une roue à cliquet qui représente une grande avancée technologique. L'onagre romain envoyait des boulets de pierre comme celui-ci. C'était parfait pour faire tomber des pans de murs ou viser les soldats sur les remparts. Après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, ce savoir-faire a été perdu pendant des siècles. Cependant, une autre forme de catapulte voit le jour en Occident. Ces nouvelles machines utilisent l'énergie potentielle de la gravité, délaissant les mécanismes à torsion. Notre équipe s'est rendue au Danemark pour tester la plus grosse catapulte médiévale du monde. Au fil du temps, la balistique se développe et les engins de tir deviennent plus efficaces. L'impact des projectiles devient colossal. Pour lutter contre ces machines, on bâtit des forteresses aux murailles plus épaisses. Au Moyen Âge, les remparts peuvent atteindre 10 mètres d'épaisseur. Les assiégeants doivent donc disposer d'engins beaucoup plus puissants. En Chine, on développe une machine qui ne va pas tarder à devenir l'outil indispensable de tout siège pendant des centaines d'années.
Il faut remonter environ 1500 ans en arrière. À partir de là, cette technologie s'est peu à peu transmise en Inde et dans le Moyen-Orient avant d'arriver en Europe, sans doute autour de l'an 1000. De là, elle s'est répandue sur tout le continent. C'est devenu l'une des pièces d'artillerie les plus importantes des grandes batailles. Le trébuchet était capable d'envoyer dans les airs un poids aussi lourd qu'une voiture à une distance de 500 mètres. Une arme dévastatrice. Au Danemark, Peter Vemming en a reconstruit un exemplaire. Il étudie la puissance de cet engin. Nous avons beaucoup de documentation sur ces machines et sur leur fonctionnement. Ce trébuchet est installé sur l'île danoise de Falster. Les archéologues y ont construit la réplique d'une ville médiévale paisible avec ses quartiers et son port. Mais au bord de la rivière se dresse une silhouette que tout capitaine d'artillerie du Moyen-Âge reconnaîtrait sans peine. Une catapulte d'attaque de 15 mètres de haut. Un trébuchet. Le trébuchet est une version améliorée des catapultes à torsion. Sa portée est beaucoup plus grande. Il est beaucoup plus puissant. Et on peut effectuer des réglages plus précis pour ajuster son tir. Un contrepoids, aussi appelé huche, est lesté de 1800 kg de pierre. La force humaine est utilisée pour actionner les roues qui permettent de lever le contrepoids. Ainsi, l'immense verge est abaissée. Un projectile de 18 kg est chargé dans une fronde qui repose au fond d'une rainure. Une fois le mécanisme remonté, l'énergie potentielle stockée est de 3000 kJ. La machine est prête pour le tir. Peter va pouvoir tester sa précision et mesurer sa puissance. Une cible a été placée à cet effet sur la rivière. Peter mesure la vitesse du boulet à l'aide d'un radar. Le contrepoids est relâché. La verge remonte avec une puissance incroyable et propulse la fronde et son boulet dans les airs. Le projectile manque sa cible d'un petit mètre. Quelle était la vitesse? 67 km/h. Un boulet de 18 kg se déplaçant à 67 km/h produit près de 3 mégajoules d'énergie, soit plus que pas mal de canons à poudre. C'est le même principe que la fronde. Une technologie simple, mais précise et efficace. Des impacts répétés d'une telle puissance pouvaient détruire les murailles les plus épaisses. Le trébuchet était une arme multifonction. Il pouvait tirer sur n'importe quelle cible. Certaines de ces machines peuvent envoyer des objets aussi lourds que des voitures ou des pianos. On sait de sources écrites qu'on envoyait même des carcasses de chevaux sur l'ennemi. Et un cheval, ce n'est pas vraiment léger. Jadis, si les murailles des places fortes étaient en pierre, beaucoup de bâtiments et de maisons à l'intérieur des remparts étaient en bois. C'était un matériau moins cher et plus facile à trouver. Malheureusement, il était aussi plus vulnérable, surtout face au feu. Quand des assaillants parvenaient à franchir les murs d'enceinte et à mettre le feu au château, c'était le désastre, tant en pertes humaines qu'en possibilité de défense. Le feu est destructeur. C'est une arme redoutable dès qu'il atteint des hommes ou du bois. Les armuriers inventent un projectile spécialement conçu pour déclencher des incendies et propulsé par le trébuchet. Cette catapulte, capable d'envoyer des bombes incendiaires aussi bien que des boulets de pierre, devient l'arme privilégiée des assiégeants au Moyen-Âge. Au Danemark, l'accès aux armes est très réglementé. En tant que garçon, les armes m'intéressent. Et ça, c'est l'arme ultime, mon plus beau jouet. Mais tous les affrontements ne se déroulaient pas au pied de douves et de hautes murailles. Beaucoup avaient lieu sur des champs de bataille, où des milliers de soldats se trouvaient face à face.
Comment se déroulaient ces combats avant l'invention des obus de mortier et des armes automatiques? Les armuriers de l'époque ont fabriqué les ancêtres de ces engins. On a aujourd'hui la preuve que des armes antipersonnelles à répétition existaient déjà. La balistique est une science millénaire, comme nous l'avons vu avec les fusées des Chinois et des Coréens, ou encore l'artillerie lourde mise au point par les Romains, les Grecs et les Croisés pour assiéger leurs ennemis. Au fil des améliorations techniques, la portée et le poids des projectiles se sont accrus. Un troisième élément capital est aussi entré en jeu, la cadence de tir. Cette mitrailleuse tire 12 coups à la seconde. Les armes automatiques modernes utilisent l'énergie produite par le recul après chaque coup pour recharger la chambre et tirer la balle suivante. Bien avant que les explosifs n'apparaissent, les chefs militaires de l'Antiquité ont demandé à leurs ingénieurs d'améliorer la cadence de tir de leurs machines. Le moyen le plus simple de le faire était de mettre le soldat à contribution. La cadence du tir à l'arc peut être largement améliorée avec de l'entraînement. Les arcs sont fabriqués avec différents matériaux, comme de la corne et des tendons disposés en couches fines pour former un laminé. Lorsque l'arc est tendu, il accumule de l'énergie sans se briser. Placé entre des mains expertes, cette technologie toute simple peut produire un tir soutenu. Au IVe siècle de notre ère, les Huns contrôlaient un vaste empire en Asie centrale. Leurs hordes se sont déversées en Europe, où les soldats conquis étaient stupéfaits par la dextérité de leurs archers. Pendant des centaines d'années, le secret d'un tel prodige est resté un mystère. Aujourd'hui, en Hongrie, un homme a ressuscité cet art ancestral. Lajos Kasai est l'un des meilleurs archers au monde. Au terme d'années d'entraînement, il a appris à manier l'arc comme ces cavaliers de légende qui étaient les Huns. Les Huns tenaient leurs flèches comme je le fais. Ça leur permettait de les décocher l'une après l'autre très rapidement. Pour prouver l'efficacité des techniques anciennes, nous avons mis Lajos au défi pour voir à quelle vitesse il pouvait décocher 12 flèches. Aucune cible mouvante ne lui a échappé. Sa cadence de tir est impressionnante. « 12 flèches en à peine 17 secondes. Les Huns utilisent un autre auxiliaire décisif, le cheval. Ce peuple de cavaliers met à profit son extraordinaire talent pour réaliser des attaques éclairs et se déplacer rapidement sur le champ de bataille. Lajos va tenter de reproduire la même cadence de tir sur un cheval lancé au galop à 30 km/h. À 35 km/h, il décoche 6 flèches en 10 secondes. Les Huns tiraient à 180 degrés. Ça leur donnait une portée de 260 à 360 mètres. Ils pouvaient abattre un cheval ou même transpercer une armure. Leurs troupes d'assaut très mobiles et rompues aux attaques éclairs sont parmi les mieux entraînées de l'époque. Aujourd'hui, ce seraient des unités d'élite, comme les commandos ou les paras, qui n'hésitent pas à frapper au cœur du territoire ennemi. Ils pénètrent si vite les lignes qu'il leur arrive souvent de se retrouver encerclés. Un problème qui ne démonte pas les Huns. Lorsque l'ennemi est derrière moi, je peux aussi lui tirer dessus. Un archer à pied utilise l'hémisphère gauche de son cerveau, alors qu'un archer à cheval utilise le droit, l'hémisphère le plus intuitif. Cependant, le succès dépend de l'entraînement et de l'expertise du cavalier. Partout, les stratèges tentent à réduire l'importance du soldat en le remplaçant par de nouvelles technologies. Les chercheurs étudient une machine antique afin de comprendre si les armes automatiques existaient déjà du temps des Grecs.
Vers 300 avant Jésus-Christ, Dionysos d'Alexandrie a semble-t-il inventé une arme perfectionnée, le polybolos, un lanceur multiple. Sans doute la première arme automatique de l'histoire. Alan Wilkins fabrique des armes anciennes. Il a reconstitué un exemplaire de polybolos. Avec un magasin capable d'accueillir jusqu'à 12 traits et son système de tir à la manivelle, il ressemble aux toutes premières mitrailleuses, comme la Gatling, bien qu'il ait été inventé plus de 2000 ans auparavant. C'est la première chaîne de transmission fabriquée en Occident. Les maillons sont en chaîne plaquée de fer et articulés. Le tout tourne autour de 5 pignons. À un moment, la griffe qui retient la corde archère est soulevée par ce levier métallique. Le polybolos a une cadence de tir de 11 traits à la minute. Les projectiles sont des flèches à pointe d'acier placées dans un barillet. Depuis des siècles, les armuriers et les experts militaires créent des armes destinées à exterminer l'ennemi. Les archéologues, qui étudient les armes anciennes, cherchent aussi à connaître l'effet des projectiles lorsqu'ils atteignent leur cible. Chose étrange, beaucoup d'historiens pensent qu'un engin balistique est responsable de cette blessure carrée infligée à un guerrier anglais du 1er siècle. Mais par qui a-t-il été tué? Et avec quelle arme? Ce crâne appartient au Dorset County Museum. Nous espérons en apprendre plus sur lui grâce aux moyens techniques modernes. Quand j'étais enfant à Dorchester, j'ai vu des crânes identiques au musée. J'étais encore toute petite, mais j'ai été très intriguée par leurs blessures. Qu'est-ce qui avait bien pu les provoquer? Pour comprendre quelle arme a tué cet homme, nous avons demandé l'aide de légistes qui travaillent habituellement sur des affaires criminelles. Nous allons passer le crâne au scanner pour obtenir un modèle en 3 dimensions et procéder à une reconstitution faciale. C'est un crâne d'homme adulte, bien conservé vu la date à laquelle il remonte. On remarque bien tous les fragments qui ont été assemblés et surtout sur le côté ce trou qui correspond à une blessure. On dirait qu'un objet a pénétré. On ne peut pas dire si c'est une blessure post-mortem ou pas. Il était peut-être déjà mort lorsqu'il a reçu ce coup. En tout cas, s'il était vivant, il n'a pas pu y survivre. Cette analyse montre que cette blessure est peut-être due à un engin balistique romain. Voici une pointe de flèche d'il y a 2000 ans. Ça colle tout à fait avec le type de blessure qu'on retrouve sur ce crâne. On peut donc penser que c'est une arme de ce genre qui a pu le tuer. Quelle arme en particulier? C'est ce qui intrigue les chercheurs. Je ne vois qu'une arme possible, le scorpion romain. Alan Wilkins et Tom Fillet, experts en armurerie, ont fabriqué des scorpions d'après des plans de l'époque romaine. Voici un scorpion, une catapulte à flèche romaine utilisée jusqu'au règne de Jules César et à l'invasion de la Grande-Bretagne. Cette arme redoutable était le summum de la technologie balistique romaine. Basée sur un système de torsion, elle était puissante, peu encombrante et très maniable. La torsion est si forte qu'il faut un treuil pour remonter le mécanisme. On estime que la traction exercée avoisine la tonne. C'est une sorte de robot. Cette griffe métallique imite le doigt de l'archer. Elle accroche la corde archère et la tire vers l'arrière. Le trait est logé dans la chambre de tir et la corde est libérée. Nous avons demandé à l'équipe de viser un crâne d'animal. S'ils parviennent à l'atteindre,
nous y découvrirons peut-être le même trou carré que celui présent sur le crâne humain, ce qui corroborerait la théorie selon laquelle l'homme a été victime d'une de ces machines. Notre réplique envoie des flèches de 90 cm, la taille préférée des généraux romains. Avec cette expérience, c'est une énigme vieille de 2000 ans que nous tentons de résoudre. L'analyse de ce crâne a révélé la trace d'une blessure fatale mystérieuse. On pense que ce guerrier anglais a été tué pendant le siège de Maiden Castle par les Romains, dans le Dorset au 1er siècle de notre ère. L'enquête tente d'établir avec quelle arme l'homme a été tué. Notre équipe d'experts teste d'abord le suspect le plus probable, le scorpion romain. Ces flèches de 90 cm vont-elles provoquer des blessures identiques sur ce crâne d'animal? Le coup fait voler le crâne en éclats. Cela jette un doute sur l'utilisation d'une telle arme. Un scanner réalisé par Caroline Wilkinson apporte un nouvel éclairage. Son analyse révèle que la perforation du crâne humain a été pratiquée par un coup venant d'en dessous. Cela ne concorde pas avec la trajectoire d'une flèche tirée par le scorpion, qui décrit un arc de cercle avant de s'abattre sur sa cible par le haut. L'archer mécanique romain est donc rayé de la liste des suspects. Reste le pilum, un javelot lourd porté par les soldats d'infanterie romains. C'est une arme de courte portée, utilisée contre des ennemis en cuirasse. La pointe pénétrait l'armure. Le javelot fait 3,5 kg. On le lançait de cette façon, à 4,50 m, en direction des rangs ennemis. Nous reprenons nos tests, cette fois avec le pilum. Si le trou obtenu dans le crâne d'animal correspond, nous saurons enfin ce qui est arrivé à l'infortuné guerrier. Premier constat, le pilum pénètre le crâne sans le faire éclater. Le problème, c'est qu'un javelot ou une lance n'atteint sa cible que lorsqu'elle est dans la phase descendante de sa trajectoire. Or, la blessure sur laquelle nous enquêtons a été provoquée par un coup venant du bas. Cependant, le trou correspond parfaitement à celui provoqué par la pointe d'un pilum. Tom Fillet nous propose une explication. Un des stratagèmes employés par les Celtes contre les Romains consistait à faire le mort. Pour parer à cette ruse, les soldats romains plantaient leurs lances dans le crâne de leurs ennemis gisant à terre. Cela provoquait une blessure carrée. Le fer pénétrait la boîte crânienne et le cerveau. Un coup fatal. L'angle de la blessure correspond parfaitement à cette analyse. Le crâne d'un individu vivant, entouré de tissus organiques mous, n'encaissera pas le choc comme un crâne desséché. C'est comme ça que l'on sait si un coup a été porté avant ou après la mort. Regardez comme le contour de la blessure est bien régulier. C'est là que le fer est entré. Ici, on retrouve des fêlures provoquées par l'impact. D'après nos tests et l'étude du crâne, nous avons pu établir que l'arme la plus probablement utilisée dans ce cas était un pilum, avec lequel la victime a été frappée alors qu'elle était étendue à terre. Même si cette blessure n'a pas été causée par un engin balistique, cette enquête nous a permis d'apprécier la puissance destructrice des engins de tir. D'autres expériences, d'autres recherches ont révélé le potentiel dévastateur de la balistique. Les pièces d'artillerie lourde comme le trébuchet, les armes antipersonnelles comme les flèches pyrotechniques, les techniques de tir mobile et rapide des 1 à cheval ne sont que des options tactiques mises à la disposition des chefs militaires. Toutes sont dues au talent de savants et d'armuriers. Il existe une arme de l'Antiquité qui réunit la puissance de feu, la portée et la maniabilité.
Une arme qui aurait toute sa place dans une unité de combat moderne. C'est le lance-fusée portatif. On trouve la trace d'un tel engin dans les textes chinois dès le XIVe siècle. Mais le débat fait encore rage sur son fonctionnement et son efficacité. Notre équipe d'armuriers et d'experts en explosifs est sur le point de tester cette arme exceptionnelle, tout droit sortie des champs de bataille médiévaux de Chine. L'expérience est dangereuse. Elle se déroule dans un lieu isolé du sud de l'Angleterre et nécessite des heures de préparation. Richard Windley, fabricant de maquettes, et Charlie Adcock, expert en explosifs, règlent les moindres détails. Richard a construit cette réplique du lance-fusée portatif d'après des plans chinois d'époque. Ce n'était pas leur lanceur le plus petit. Il s'appelait le nid d'abeille. C'était un engin portatif d'environ 1 kg, 1,2 kg. Un artilleur pouvait aisément transporter 4 ou 5 de ces mini-batteries. Il n'avait qu'une mèche à allumer. À partir de là, toute sa fournée de projectiles s'enflammait. Richard confie sa reproduction à Charlie, à qui l'on doit les effets pyrotechniques de plusieurs films. Le test est risqué. Aussi décide-t-il de l'effectuer à l'écart du reste de l'équipe. C'est sans doute la première fois que l'on pratique un tir de nid d'abeille à notre époque. Nous avons prévu de tirer 12 fusées. Un pyrotechnicien est en train de les préparer. Il ne reste plus qu'à allumer la mèche et à voir ce que ça va donner. Nous avons filmé le tir au ralenti, à 10 000 images secondes, soit 400 fois plus lentement que la réalité. Après allumage, les fusées quittent le lanceur dans un panache de feu. En moins d'une seconde, 4 fusées se déploient jusqu'à 150 mètres. Le nid d'abeille a posé les jalons des techniques de combat modernes et inspiré le lance-grenade. Il est extraordinaire que les armuriers de l'Antiquité et du Moyen-Âge aient conçu des armes dont l'usage nous inspire encore aujourd'hui. Il y a des milliers d'années, ils ont créé un arsenal que le soldat moderne reconnaîtrait sans peine. D'autres découvertes viendront-elles bouleverser encore ce que nous croyons savoir sur les temps anciens ? Devrons-nous un jour réécrire les livres d'histoire ?